Le thème de la journée, c'est vivre avec un problème de santé mentale, de la souffrance à l'espérance. On va commencer par cette première table ronde dont le thème est proche aidant quand la maladie surgit dans notre vie. Alors, autour de cette table, Dominique Lecomte, alors vous êtes, ce qu'on m'a dit, ancienne DRH de Danone, c'est intéressant. Oui, je ne devrais pas le dire, mais non, mais j'apprends plein de choses comme ça en passant. Et administratrice Falleret. Catherine Savournin, vous êtes responsable du programme Répit Eclipse. On va en parler, et en particulier proche aidant, ça vous dit forcément quelque chose. Marion Paoli, vous êtes journaliste et très active pour ce qui est justement de cette thématique d'être proche, d'être aidant, et donc vous allez nous parler de vos activités et de votre expérience. Natacha Calestrémé, qui est écrivain, productrice, qui est venue d'ailleurs avec certaines de ses productions, grande connaisseuse de l'autisme et journaliste aussi. Journaliste, absolument. Bon, on arrête, là, ça fait déjà beaucoup. Je fais la vaisselle aussi. Voilà, moi je fais le ménage là quasiment tous les jours. Donc avec nous aussi pour parler, pour échanger sur ce thème. Et puis Michel Rigaud, qui est le seul garçon, qui nous fera des excuses d'ailleurs d'être présent à une table. Non, moi aussi je suis un garçon, donc on est deux, j'avais oublié. Donc vous êtes à l'UNAFAM, donc on va reparler de l'UNAFAM et de son action, et vous êtes son délégué pour Rueil-Malmaison. Voilà. Donc à ce titre, on pourra aussi échanger. On va peut-être commencer par, je ne sais pas, je pense qu'on peut commencer peut-être par vous, Dominique Lecomte, puisqu'on a pas mal échangé avant cette table ronde. Est-ce qu'il y a une véritable écoute? Je veux dire par là qu'en dehors de ce constat de dire qu'effectivement la santé mentale, psychique, on a fait la différence hier entre le handicap psychique et le handicap mental en montrant les différences. Néanmoins, la souffrance, elle est là, quel que soit le handicap. Quand justement on diagnostique cette souffrance, une fois que l'on a fait ça, qu'est-ce que l'on fait d'autre? Je veux dire, quel est, presque le service après-vente, après ce diagnostic? Comment vous, en tant qu'ancienne DRH et en tant qu'administratrice, je vais y arriver, Falleret, vous faites avancer les choses, et quelles sont les critiques que vous avez à faire, à dire, face à un système qui quand même ne bouge pas beaucoup? C'est ce que l'on a dit et ce matin et d'ailleurs hier. Je vous en prie. Alors en effet, quand vous parlez de diagnostic, le premier point, et ça a été évoqué hier par les psychiatres qui étaient à la table ronde, la plupart du temps il n'y a pas de diagnostic. Et quand la maladie se déclare dans une famille, il y a une panique absolument totale, une angoisse terrible, beaucoup de souffrance. Et l'absence de parole, l'absence de diagnostic, l'absence de mots mis sur ce qui est en train de se passer, la plupart du temps, laisse la personne elle-même et l'entourage dans une détresse qui est encore plus profonde parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On met des mois, parfois des années à comprendre ce qui se passe. Et à cet égard, l'attitude des soignants qu'on a en face de soi est absolument déterminante. Et aujourd'hui, il y a un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'hier, on a entendu des gens qui sont des gens absolument formidables, qui vraiment mettent le doigt sur ce qui pourrait réellement faire progresser les choses. Malheureusement, dans la réalité, dans 80% des cas, on n'a pas affaire à ce niveau de prise en charge et de compréhension. On est quand même très abandonné face à la situation. Parce que vous avez parlé de ma vie professionnelle et puis de l'engagement que j'ai pris auprès de Falleret, qui est une institution qui, justement, elle, a une vraie écoute, un vrai regard, une vraie prise en charge. Mais je suis aussi la mère d'une personne malade depuis plus de 15 ans. En 15 ans, je n'ai jamais eu de diagnostic, je n'ai jamais eu de mots.
hein. Je crois savoir quelle est la maladie de mon enfant parce que j'ai reçu par erreur un dossier de la MDPH qui m'était renvoyé et sur le papier, j'ai vu ce que j'aurais pas dû voir, c'est-à-dire le mot, la maladie qu'il a au bout de 15 ans. Et lui-même, pendant des années, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça, c'est déjà un point très, très important. C'est qu'il n'y a pas vraiment de diagnostic. Et on est laissé dans une sorte de vide on peut être ignorant sidéral. de sa propre maladie, entre guillemets, Absolument. ou de son propre handicap. Absolument. La personne elle-même souffre terriblement, mais ne sait pas forcément ce qu'elle a. Et on ne lui explique pas forcément. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique est quelque chose de très, très important. Et en effet, vous évoquiez la conversation qu'on avait juste 30 secondes là, avant de prendre l'antenne. Moi, j'ai été très, très impressionnée par ce que j'ai entendu hier dans la table ronde avec les psychiatres, qui sont vraiment des gens qui font des analyses, des études extrêmement objectives et des propositions de prise en charge de la maladie extrêmement intéressantes. Ma question, c'est quand ces propositions seront-elles mises en œuvre ? Parce que ce que je constate quand même aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est très inégal. Il y a des gens merveilleux, il y a des gens formidables et on en a rencontré, nous, dans notre parcours de parents. Mais quand même, dans la plupart des cas, on a encore affaire à une psychiatrie qui prend en charge la personne sur des durées de plus en plus courtes à l'hôpital. Alors c'est très bien si derrière, il y a en effet une vraie prise en charge de la personne, mais dans la réalité aujourd'hui, la prise en charge, c'est un quart d'heure par mois pour renouveler une ordonnance et la personne laissée abandonnée chez elle, dans la rue, dans son lit, avec quand même pas grand-chose. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est tout ça, c'est absolument formidable. Et je pense qu'en effet, quelqu'un a dit, on a des jeunes psychiatres merveilleux, et moi j'en ai rencontré quelques-uns, des gens formidables. Mais quand est-ce que ça va être mis en œuvre pour l'ensemble ? Il y a une inégalité devant la prise en charge de la maladie aujourd'hui qui est sidérante, qui est absolument sidérante. Vous pouvez avoir dans un même hôpital, d'un secteur à l'autre, des pratiques complètement différentes. D'ailleurs, ce que regrettaient les médecins hier, les deux professeurs que l'on avait, spécialistes donc en psychiatrie en particulier de la bipolarité et autres, c'est que constataient que les médecins ne se parlent pas beaucoup entre eux. Oui, alors je pense que les gens qu'on a vus hier sont justement des gens qui essaient de faire que les psychiatres se parlent entre eux, etc. Et puis avec après, les autres médecins aussi, je veux dire que bon, avec quand les on autres voit médecins, toutes les interférences... absolument, les généralistes bien ont sûr. un rôle absolument très très important de proximité. Et la question maintenant, c'est, on a eu la chance, il y a vraiment le fait que vous consacriez là 3 jours à ces questions, c'est vraiment formidable. On ne peut que vous en remercier vraiment très 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 chaleureusement. On a eu la chance d'avoir un ministre ou une ministre hier. Là, vraiment, il y a une question de prise de conscience et de volonté politique. Parce qu'il y a une inégalité devant les situations. Puis alors, là, on est entre gens, on parle, on arrive à formuler quelques demandes, etc. Mais il y a plein de personnes qui sont dans l'incapacité, de proches, de familles que nous recevons, et Michel en parlera, qui non seulement sont complètement sidérées par la situation, dans une souffrance totale, n'arrivent absolument pas à s'exprimer. Et là, il y a vraiment un besoin de mettre en œuvre. Alors, on ne peut plus, je crois, en tant que proche, avoir affaire à des colloques, à des études. C'est très très bien, mais maintenant, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui passent dans la réalité. Parce que le temps passe, nous on vieillit, mais nos enfants aussi. Moi, mon enfant, il est malade depuis qu'il a 15 ans, il a 32 ans, et on commence à trouver des solutions depuis 2 ans. 15 ans de vie foutue entre 15 ans et 32 ans. On a beaucoup de colère. Alors, il faut la transformer en énergie positive, mais il y a quand même beaucoup de colère. Non, effectivement. Les proches, les aidants, sont par définition en première ligne, parce qu'il est évident que le handicapé, entre guillemets, souffre, mais qu'il n'est pas le seul à souffrir. Vous le disiez, souvent, on se retrouve en plein désarroi quand on a à faire face à des situations pour lesquelles on n'a pas, j'allais dire, beaucoup de... Enfin, je veux dire que c'est pas parce qu'on est parent qu'on a passé un CAP de parents et qu'on est psy et que l'on est... voilà, on est aussi souvent démunis. Alors, justement,
Ce que je voudrais qu'on voit avec vous, Catherine Savournin, c'est la façon dont vous réagissez à ce que vient de dire Dominique, et en particulier comment les aidants perçoivent leur situation, les aidants étant des proches la plupart du temps, les aidants familiaux plus que professionnels d'ailleurs, mais il y a les deux, et comment, quelles solutions, quel chemin y a-t-il encore à faire, mais qu'est-ce qui existe déjà pour permettre moins de souffrance, plus d'écoute et plus de cohérence, en tout cas, l'idée étant, Dominique l'a dit, c'est sûr que l'hôpital, quand ça peut être un séjour de courte durée, c'est mieux, mais si c'est uniquement mettre quelqu'un dehors pour des raisons comptables, ça n'a pas un grand intérêt et le problème n'est jamais résolu. Au contraire, on se passe le mistigris, comme on dit vulgairement. Je vous en prie. Chacun d'entre vous peut intervenir, hein, je dirais, il suffit de... Alors, mon expérience... Alors, pardon, il faut relever le machin. Non, mais c'est carrément comme une glace. Non, je vous en prie. Voilà. Donc, mon expérience en tant que responsable des séjours, Eclipse et Répit, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup d'écoute d'aidants qui, quand ils me téléphonent, sont épuisés moralement, émotionnellement et physiquement. Donc c'est vrai que nous, on a essayé, avec l'œuvre Falleret, d'apporter une réponse concrète. Comme vous dites, c'est vrai que souvent, les gens que j'ai au téléphone sont extrêmement désemparés et ils cherchent des solutions, quelles qu'elles soient. Et nous, ce qu'on leur apporte, en fait, c'est, je leur dis, venez, je vais vous chouchouter pendant une semaine. Parce qu'ils s'occupent de leurs proches 24 heures sur 24. Certains, ça fait 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, moi, je leur dis, vous allez venir au séjour Répit et vous allez vous ressourcer. Donc, on leur propose finalement une solution qui leur permet de souffler. Voilà. On va aider les aidants, bien sûr. Voilà, on va aider les aidants. D'ailleurs, leur espérance de vie est plus restreinte que celle des aidés, c'est assez curieux. Je crois que c'est 10 ans au moins, il me semble, les statistiques, c'est 10 ans, c'est ça, je crois. 20 ans, me dit Annick. Donc voilà. Donc effectivement, nous on les voit arriver, ils sont cassés. C'est-à-dire que physiquement, ils ont le dos courbé, ils ont les yeux éteints. Enfin, c'est très impressionnant. Donc ce qu'on essaye d'apporter, c'est une réponse globale en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de les former, de prendre soin d'eux. Alors remise en forme, relaxation. Et puis aussi les resocialiser, parce que souvent ils souffrent d'un isolement, ils n'ont plus d'amis, ils sortent plus, ils pensent plus à eux, donc ils ont de moins en moins d'activités de loisirs. Donc on leur offre cette possibilité d'avoir une formation, donc soit ils suivent Prospect, qui est par l'UNAFAM, c'est une formation, soit nous on propose une formation qui est plus axée sur la communication, c'est-à-dire en fait comment mieux communiquer pour mieux coopérer, avec tout le monde, avec son proche, avec les psychiatres, avec tout un temps. Voilà. Donc éviter le double enfermement, en fait. Voilà. Oui, bien parce sûr. que finalement, on se rend compte que souvent, les aidants n'ont pas les outils. C'est normal, ça leur est tombé dessus. Ils n'ont pas eu de formation, comme vous disiez. Bon. Donc nous, on essaie de leur donner quelques outils pratiques. Voilà. Comment on fait pour mieux communiquer, tout simplement. Et puis, on a aussi tout l'aspect remise en forme, parce que ce sont souvent des gens, comme je vous disais, donc fatigués. Et on fait le matin du tai chi, on fait de la relaxation, de la méditation. Voilà, on prend soin d'eux aussi corporellement. C'est très important, ce côté santé mentale et santé physique. Et puis il y a aussi donc la resocialisation, parce qu'on essaie que ça soit une parenthèse, mais aussi des moments de joie. Pendant cette semaine-là, c'est vraiment une bulle d'humanité où on essaye de faire que les gens, ils pensent à eux. Voilà, ils sont là. On les décharge du souci de leurs proches malades, parce qu'en général, il est dans un autre séjour à une 30aine de kilomètres de là, qui s'appelle le séjour Eclipse, où là, on accueille leurs proches malades. Et donc, ces personnes-là passent leurs vacances. Et donc, nos aidants à nous, ils sont libérés de ça. Ils essayent de ne pas y penser. Alors, les premiers jours, évidemment, tout le monde téléphone à tout le monde, est-ce que ça va bien et tout. Puis on se rend compte que finalement, au fur et à mesure, ça y est, ils pensent à eux, ils se disent, tiens, ce soir, il y a quoi ? Il y a l'auto, je vais y aller, tiens, il y a danse, on va le faire. Ils retrouvent un peu de joie, et puis finalement, ils se rendent compte que ils peuvent aussi avoir des moments de plaisir. Il ne faut pas culpabiliser, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les aidants, et donc il n'y a pas de culpabilité à prendre du plaisir. Bien sûr, bien sûr.
Et puis, effectivement, l'oubli de soi, c'est quand même... c'est pas avec l'oubli de soi qu'on peut être utile aux autres, c'est tellement évident. Il faut un tout petit peu d'égoïsme, en fait, pour éprouver du plaisir et puis continuer à se bagarrer, parce qu'en fait, c'est ça. Alors, justement, Rueil-Malmaison, il y a un microclimat dans la matière, ou non? Enfin, le microclimat, il est... alors, d'abord, mon expérience, elle est ancienne, parce que, comme beaucoup de proches... C'est tous des militants du bon sens, et en fait, on a un certain pitbull âge... pour faire avancer les choses. Ouais. On a un certain âge, Ouais. et nos enfants sont tombés malades alors qu'ils sortaient de l'adolescence. Donc, entre le moment où ils sont tombés malades et puis aujourd'hui, il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts et les pratiques ont changé, enfin, ont un peu changé. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux parce que là, on me fait des gestes. Oui, mais il y a aussi... Bon, c'est vrai? J'en parlerai après. non, mais il y a les ventilateurs juste derrière, donc les places juste derrière n'entendent pas. Bon, oui, donc l'expérience est ancienne. Bon, alors à Rueil-Malmaison, moi je suis délégué de ma vie, on fait de l'accueil des parents, donc on peut voir un peu les choses qui ont évolué et les choses qui n'ont pas évolué. Je pense que c'est un climat qui est plutôt bon dans cette ville-là, où il y a un conseil local en santé mentale qui vient de se monter, etc. Donc c'est favorable. Mais il y a un point... quand la maladie surgit, si on regarde le moment où ça démarre, je ne suis pas sûr que ça ait complètement changé. Il y a une... Diagnostic tardif, toujours. C'est même... Alors, le diagnostic tardif, je peux en reparler, effectivement. On a encore des médecins qui, 40 ans, 20 ans après, n'ont toujours pas dit à leurs malades ce qu'ils avaient. Oui, c'est ce que vous disiez, oui. Donc, on le sait par des accidents comme celui dont a parlé Dominique. Donc, ce sont des... donc, ça conduit à un déni qui est, non, moi, je ne suis pas... bon. Et donc, les propositions adaptées à ce type de pathologie ne sont pas acceptées. Bon, donc, on tourne en rond et on n'avance pas. J'allais le faire, hein. C'est-à-dire Non, que non. j'attendais ça, mais j'allais le faire. Pas trop. volontaire, parce qu'on sait que ça ne peut pas fonctionner par la schizophrénie, mais par une autre pathologie, mais je trouve que c'est important de mettre les mots nous-mêmes sur les maladies de nos enfants. Oui, tout à fait, mais je crois qu'ils sont en plus par pudeur extrêmement concernés et que justement... Non. Enfin, Bien sûr, personnellement, j'allais le faire. Hein. Mais on va en parler après. Voilà. Donc, l'idée étant quand même de parler déjà de cette souffrance. La schizophrénie en est une, c'est pas la seule. Oui, c'est pas la seule. Et donc voilà, c'est pour l'ordre des choses, mais vous avez raison d'intervenir. De toute façon, il y aura place aux questions après. Non, Oui, je vous en prie. C'était compte tenu du fait que ce qu'on voit n'est pas notre cas particulier, mais celui des autres parents. Et il y a de la schizophrénie, il y a des troubles bipolaires, enfin il y a un certain nombre de maladies. On est bien équipés autour de cette table, oui. Donc on n'est pas, c'était pour ne pas cibler sur une seule maladie. Alors donc il y a ce problème du non-diagnostic, et c'est certain qu'au niveau de la schizophrénie, les médecins sont très réticents. Moi j'étais dans une réunion à l'hôpital de Rueil, qui est bien par ailleurs, je peux me rapprocher, dont on pense du bien par ailleurs, mais je suis tombé sur un médecin, on discutait de ce sujet-là, qui m'a dit, oui, mais moi, quand j'ai commencé mes études, on m'a dit de ne pas dire les diagnostics aux malades. Oui. Donc, il faut bien voir, quand on parle des médecins, il y a une population de médecins, ils sont médecins pendant 40 ans, ou même plus maintenant. Hein. Bon, donc autrement dit, on a aujourd'hui, quand on regarde les médecins, on a des jeunes, et puis on a des gens qui ont appris autre chose quand ils ont fait leurs études. Donc on a des pratiques qui sont extrêmement variées, et donc on traîne des choses qui sont très, très, très pénibles. On va laisser la parole à nos deux journalistes, écrivains et
les mères de famille. Donc, justement, quand on voit ce thème, la maladie surgit dans notre vie, comment on réagit? Je veux dire, comment on témoigne? Parce que c'est aussi votre travail, c'est un beau boulot, journaliste, hein, on se fait plaisir. Journaliste, c'est un beau boulot, c'est vrai. Mère d'un enfant atteint de schizophrénie depuis l'âge de 21 ans. Mère d'un enfant atteint de schizophrénie, d'un jeune homme atteint de schizophrénie depuis l'âge de 21 ans. C'est un autre parcours. Je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la souffrance, sur la rencontre, entre guillemets, avec la maladie par la personne atteinte elle-même d'abord, parce que c'est d'une violence inouïe, c'est d'une souffrance totale, c'est-à-dire que la personne ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc je passe sur les démarrages, les premières rencontres avec les psychiatres, avec le rapport avec la psychiatrie, l'institution, les propos, le vocabulaire. C'est d'une violence absolue pour le malade, pour les proches, la fratrie, pour tous les gens qui sont impliqués, pour les amis. Moi je pense à toute une sphère sociale qui est autour et qui ne lâche pas le patient. Moi j'ai un fils qui a 28 ans, ses amis restent et l'attendent. Après les hospitalisations répétées qui pourtant ont été longues, j'ai un fils qui a une schizophrénie résistante, ce qui signifie quand même non pas des 15 jours d'hospitalisation, mais des mois, voire des années, dont une année en UMD. Pour les parents qui connaissent ce vocabulaire, l'unité pour malades difficiles, ce n'est pas des malades qui sont difficiles, c'est la maladie qui est difficile à soigner. Quand le vocabulaire est violent, il est violent du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Et ce vocabulaire, pour l'appréhender, j'ai envie de vous dire, il faut commencer effectivement par la fin du tabou. Nous sommes des parents qui avons créé une association qui s'appelle Promesse parce que nous sommes des parents formés, c'est-à-dire par un programme Pro-Famille qui existe et qui est un programme canadien qui existe depuis plus de 30 ans et qui a été introduit en France il y a moins d'une quinzaine d'années. C'est vous dire que le chemin reste encore à parcourir, qui n'est pas un programme qui est proposé partout. C'est vrai qu'à Rueil-Malmaison, il y est. Hommage à, je dirais, oui, à Rueil-Malmaison, parce que c'est un endroit phare, c'est vrai. C'est un établissement tenu par la MGEN. Je souligne aussi parce que l'éducatif, ça devrait être inscrit dans la maladie et dans l'accompagnement des proches dès le départ. Pas simplement des proches, mais le malade. Le malade doit être éduqué. On doit lui apporter la connaissance, on doit lui apporter l'éducation. Alors, diagnostic. Le parcours que j'ai, enfin personnellement celui de mon garçon, c'est diagnostic, pas de diagnostic, diagnostic, rediagnostic, diagnostic inversé, plus de psychose en UMD, rediagnostic à la sortie. J'ai envie de dire aujourd'hui, le mot schizophrénie, quel qu'il soit, et parce qu'il regroupe tellement de pathologies différentes, doit être dit, énoncé, revendiqué, porté par les parents, parce que la fin du tabou, c'est ça. C'est dans les années 80, on me disait d'une personne qui a le cancer qu'elle était atteinte d'une longue maladie. Bref, le sida, ça a collé à la peau de certaines personnes dans le plus mauvais sens du terme, du genre qui sont ces gens atteints du sida. Et il y a eu des actions très très fortes menées par des associations. On n'a plus jamais pu, je dirais, ostraciser quelqu'un qui souffrait de cette maladie. Et je rappelle qu'on en souffre. On n'est pas sida, on n'est pas cancer, on n'est pas schizophrène. On est atteint de quelque chose qui est extrêmement lourd et qui n'empêche pas la prise de conscience, qui n'annule pas l'intelligence, ni la qualité humaine. Donc ce sont des choses qu'il faut aujourd'hui transformer pour le meilleur. Les parents sont devenus actifs, la honte a changé de côté, j'ai envie de vous dire. C'est du côté de la santé publique, du côté du politique qu'il faut avoir honte. Du traitement qui est réservé à des gens dans l'hôpital. La honte, c'est l'isolement, l'enfermement, l'absence de psychoéducation, l'absence d'accompagnement psychosocial. Oui, une fois qu'on est dans l'hôpital et qu'on y passe tellement de temps, comment on fait pour en sortir? Comment fait-on pour reprendre pied? Les parents formés sont des parents qui, du coup, ont une action beaucoup plus efficace. Et la formation Pro-Famille, c'est 3 axes, c'est pédagogique, psychologique, et j'avais envie de dire comportemental. C'est combien d'heures à peu près? Enfin,
C'est 2 années de formation entière avec une 3e année qui tient davantage à l'idée du groupe parce que finalement c'est de la psychoéducation en groupe. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de se former en groupe. En même temps, on devient plus fort lorsqu'on se forme, on apprend sur la maladie, on apprend réellement, c'est-à-dire que c'est 4 heures de formation tous les 15 jours. Et quand je dis 4 heures chez soi par semaine, je peux vous dire que c'est un programme extrêmement intense qui demande un travail d'apprentissage. Mais c'est comme si on était à la fac, hein. On apprend, on écrit, on rédige, on réfléchit, on apprend l'écoute réflexive, on apprend donc à communiquer, on reprend la communication qui parfois n'existe plus entre le proche qui souffre et soi, on repose des questions et de toute façon on intègre des paramètres que sinon on ne connaît pas. Là on est dans un rapport à l'hôpital, on n'a pas cette connaissance, hein, pas du tout. Donc la psychologie c'est parce qu'on est à plusieurs et le comportemental c'est parce que finalement on nous apprend même à une mise en œuvre de nos propres limites, parce qu'on est parents, on est empêtrés dedans, et du coup, on apprend, on fait des petites actions au quotidien, pendant 1 an, 2 ans, on apprend à dépasser certaines limites. Oui, allez, Dominique ? Oui, on a parlé hier beaucoup d'empowerment, je ne sais Ouais. plus comment il disait là en francisant. Mais la connaissance, empouvoirment. c'est vraiment... Oui, Oui. empouvoirment. La connaissance et la compréhension, c'est une des conditions absolument Réhabilitation. sine qua non de l'empowerment. On ne peut pas Ouais. parler d'empowerment quand tout le monde est dans l'ignorance. Réhabilitation de soi-même. Je sais pas Alors, comment il y a des traduire. chiffres. Je vous en prie. Il y a Oui. des chiffres, parce qu'en fait, tout ça, ça ne fonctionne, on va dire, vis-à-vis du politique, que si il y a une économie. La réalité, elle est même dite par les médecins, c'est que les patients qui sont accompagnés par les familles ont plus de chances de reprendre pied. La mise à l'écart des familles, elle a été préjudiciable en France. C'est-à-dire que la fin du tabou, ça signifie aussi la fin d'un comportement du côté, je dirais, du regard porté sur les familles. La psychanalyse à la française, c'est fini. Heureusement. Il faut s'arrêter. Il faut dire non à tout ça. Il faut arrêter de penser que c'est la façon dont la famille... Non, il y a des tas de familles différentes. Et les gens qui souffrent Bien de sûr. schizophrénie, eh bien, ils viennent de familles totalement différentes. Et c'est 1% de la population mondiale. Ce qui signifie qu'en France, on a réalisé, je dirais, une petite réflexion sur qu'est-ce que ça peut représenter. Il faut avoir des images, parce que finalement, c'est pas parlant. Les chiffres, quand c'est pas incarné par une personne qui ose dire, voilà, j'ai un enfant, un proche qui souffre de schizophrénie, et quand c'est pas non plus représenté visuellement. Bon, en France aujourd'hui, si on sait que 1% de la population française atteinte de schizophrénie, ça représente la ville de Toulouse plus la ville de Nantes, on continue à ne rien faire ? C'est fini. Ça touche aussi les parents, donc allez-y. En France, la ville de Toulouse plus la ville de Nantes, et si on représente 3 à 4 personnes par patient touché, on continue à ne rien faire ? Oui, ça fait beaucoup. Non, effectivement. Ça y Bien est, sûr. maintenant, on a la visualisation. On ne peut pas dire je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas simplement un proche, c'est l'ami, c'est le voisin. Et on s'en rend compte chaque jour. Moi, je rencontre des gens tous les jours. Donc l'obligation aujourd'hui, c'est d'aider, effectivement, entre guillemets, les aidants. Mais ce sont les familles, on peut appeler les gens par leur nom aussi. Le père, la mère, le frère, la sœur. Les aidants, c'est, entre guillemets, des gens qui sont confrontés à quelque chose d'extrêmement dur et qui sont pénalisés sur le plan physique, sur le plan financier. Il y a énormément de choses qui sont impliquées à la suite de cette rentrée dans la maladie. Et puis, le regard sur la personne atteinte de schizophrénie doit changer. Ces gens, c'est nous. Merci Marion. On va de toute façon continuer avec vous, Natacha, notamment, pour parler aussi d'une autre forme de souffrance qui est l'autisme. Vous connaissez bien, vous avez non seulement, j'allais dire, travaillé, hein, je crois qu'on peut montrer ce film Autisme, l'espoir. Vous avez aussi produit de l'écriture et avec aussi un aspect qu'il faut souligner, c'est que le mot espoir, c'est pas un vœu pieux chez vous. C'est-à-dire que visiblement, et lorsqu'on lit ce que vous écrivez, l'autisme, c'est une autre façon d'avancer, une autre façon de voir, et que finalement, peut-être que le mot handicap peut être lui aussi transformé. Tout dépend effectivement, on en est encore là, à la façon dont nous, la société en général, nous percevons finalement nos enfants, nos voisins, nos frères et sœurs, etc., qui sont, disons-le quand même,
différents, en tout cas dans leur comportement, et forcément dans leur façon de vivre et dans leur rapport aux autres et à nous-mêmes. Oui, alors c'est vrai que en préambule, je tiens à préciser qu'effectivement l'autisme n'est pas une maladie mentale, c'est un trouble du développement. Ce qui m'a intéressé dans votre invitation, c'est que encore aujourd'hui, trop souvent, tellement souvent, on fait la confusion justement entre l'autisme, les traits autistiques et une certaine forme de maladie mentale, et que je vois à travers les personnes qui sont ici, les parents, que la plus grande souffrance, leur première souffrance, c'est effectivement de diagnostiquer, et c'est extrêmement compliqué. Quand on sait que l'autisme représente dans un cursus de médecin 3 heures dans tout son cursus, on ne peut pas, quelque part, leur en vouloir de ne pas savoir. Aujourd'hui, comme Marion le disait, il y a un développement, enfin un nombre considérable de parents et donc de personnes qui sont touchées par ces maladies mentales. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est notre premier rôle, c'est de pouvoir aider les gens justement à savoir ce qu'ont les enfants. Et il y a trop de confusion. Par exemple, moi, ça fait 15 ans que j'étudie en tant que journaliste. Je fais partie de l'INRES, qui est un institut de recherche sur toutes les expériences inexpliquées par la science. Et je me suis penchée sur la médiumnité. Pourquoi je parle de la médiumnité, donc ces êtres sensibles qui disent communiquer avec l'au-delà, on va faire preuve de curiosité et en tout cas d'ouverture. Aujourd'hui, il y a un nombre considérable d'enfants qu'on dit schizophrènes et qui sont simples médiums ou qui ont été incorporés. On y va au niveau des mots, je dis carrément les choses, parce qu'il y a des médecins, des psychiatres qui disent la même chose, qui sont incorporés par des entités qui sont bloquées et qui sont dans des hôpitaux psychiatriques alors qu'ils n'ont absolument rien à y faire. Exactement comme un certain nombre d'autistes. Aujourd'hui, les hôpitaux sont remplis de personnes avec autisme et de médiums qui n'ont rien à y faire. L'autisme n'est pas, la médiumnité n'est pas une maladie et l'autisme ne se soigne pas. Et aujourd'hui, le premier, critère quand on a un enfant ou un proche qui est atteint d'une maladie mentale ou d'une maladie quelle qu'il soit, c'est que lorsqu'on leur donne des médicaments, est-ce qu'ils vont mieux ou pas? Est-ce que ça empire ou pas? Si ça empire, c'est que forcément, ils ne sont pas soignés pour le bon problème. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de voir... Il y a des gens qui... Il y a un article que j'ai trouvé là récemment, le docteur Sommet, qui a interviewé un chaman sur les maladies mentales, et il explique que ce qui est perçu comme une maladie mentale dans l'Occident est considéré comme de bonnes nouvelles de l'autre monde par justement d'autres peuples indigènes. Ce sont deux énergies incompatibles évidentes qui ont été fusionnées au sein d'une même personne. Une maladie mentale, c'est le signe de la naissance d'un guérisseur. Donc vous voyez, la façon dont on stigmatise, ce que vous disiez aussi, les choses... Aujourd'hui, on prend peut-être le problème sous un mauvais angle. On est en train les parents sont complètement défaillants devant, ils ne savent pas quoi faire devant ce que vivent leurs enfants. Mais si on changeait de prisme et qu'on s'ouvrait un petit peu et qu'on acceptait de se dire que peut-être c'est pas forcément une maladie, peut-être c'est quelque chose de différent qui intervient à l'intérieur de la personne, et ouvrons-nous à ça pour voir si effectivement il n'y a pas des possibilités. Moi, je vais vous donner une anecdote absolument hallucinante. Donc, j'ai travaillé énormément sur l'autisme. Un jeune garçon, qu'au départ en diagnostic atteint d'autisme, et qui finalement, il va en hôpital de jour, et dans cet hôpital de jour, dès qu'il rentre, il se tape la tête contre les murs, de façon très très forte, etc. On dit automutilation et ça empire. Donc là, on dit qu'il a une maladie psychotique. On le met sous neuroleptique, sous camisole chimique, en disant automutilation, mais en plus risque de danger autrui. Bon. Donc le gamin est devenu un légume. Et puis finalement, le toit de l'institution s'est écroulé. En fait, le gamin, il avait des perceptions, il entendait les termites. Le toit s'est écroulé, on a fait le rapprochement avec ce que disait le gamin, il parlait pas, il était non-verbal, et puis on a enlevé les médicaments, les parents ont fait en sorte que les médicaments soient enlevés, le gamin ne sait plus
jamais taper la tête contre les murs. C'est-à-dire que la médiumnité, c'est une forme de sensibilité, l'autisme, c'est une forme d'hypersensibilité. Les enfants vont être sensibles à des choses qu'on ne peut même pas percevoir. Je fais ça, le bruit que fait mon t-shirt, je ne l'entends pas, eux, ils l'entendent. Et c'est vrai que quand on est à ce point-là, c'est-à-dire que ce gamin-là, si le toit ne s'écroule pas, il finit rangé chez les schizophrènes, en camisole chimique, or il entend juste et termine dans le toit. C'est affligeant. Donc essayons de s'ouvrir, de se dire que peut-être il y a quelque chose d'autre que l'on doit comprendre à travers ces personnes atteintes ces personnes différentes. Est-ce que vous seriez d'accord autour de cette table pour dire que la souffrance, c'est quelque chose de trop sérieux pour laisser ce domaine au seul psychiatre? Moi, je pense que les psychiatres, ils ont tout leur rôle, parce que, je suis intéressée par ce que dit Madame, mais moi, je me ramène à notre expérience. Il y a une souffrance considérable de la personne, et dans mon expérience, l'intervention médicamenteuse a vraiment permis d'aider et de restaurer la capacité à reprendre en charge sa vie. Donc moi je suis intéressée par toutes sortes d'explications. Je suis quand même assez réticente aussi par quelquefois la fascination que peut exercer la maladie. Moi je trouve que c'est pas fascinant, hein. C'est extrêmement dur. Par ailleurs, absolument. Mon enfant, c'est quelqu'un d'absolument formidable, qui a des capacités, qui a des perceptions tout à fait extraordinaires. Donc je suis d'accord avec le fait que sa particularité lui permet de développer des capacités et surtout un être. C'est un être extraordinaire, c'est une personne formidable. Et ce qui fait terriblement souffrir en tant que proche, en tant que parent, c'est qu'on est mis dans une position où on ne peut plus être en contact avec cet être-là. C'est-à-dire que pendant des années, on est mis dans une position de soignant, de garde-chiourme, de n'importe quoi, et on ne peut plus occuper notre position de parent aimant d'une personne formidable. Nous, aujourd'hui, on est capable de dire dans ma famille, dans notre famille, qu'on est heureux qu'il soit parmi nous, et il nous apporte de façon extraordinaire. Quand quelqu'un ne va pas bien dans la famille élargie, y compris la famille élargie qui ne s'est jamais occupée de lui, il le sait, il s'en préoccupe, c'est lui qui téléphone. Du plus profond de l'hôpital, c'est lui qui appelle son pote et qu'il l'aide à trouver du boulot en lui disant tu devrais aller à tel endroit, etc. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'être en relation avec les autres qui est formidable. Mais il y a des moments où il ne peut pas l'exercer, il ne peut pas la mettre en œuvre tellement il souffre. Je suis personnellement entièrement d'accord avec... Michel, ensuite, oui, je vous en prie. Avec Dominique. Non, allez-y. Non, mais Enfin, j'allais reprendre sur un autre point qui était le départ de la maladie. Parce que, là, on est dans une situation où on discute du parcours avec les soignants, etc. Et il y a juste un petit problème, il faut amorcer la pompe. Et là, c'est là qu'est vraiment la grosse difficulté. Comment amener un proche à l'hôpital pour le faire soigner? Et là, on est vraiment tout seul. Surtout s'il ne le veut pas. Oui. Bien sûr qu'il ne le veut pas. Donc là, on est vraiment tout seul. Nous, on a eu beaucoup de difficultés et on a été obligé d'utiliser de l'hospitalisation sous contrainte, parce que c'était pas moyen de faire autrement. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on est vraiment ces premières prises en charge, on est en place partout des systèmes qui permettent de soigner la personne assez rapidement. Souvent, on a des procédures qui vous disent il a qu'à consulter son généraliste qui lui prescrira d'aller voir un spécialiste, etc. Bien entendu, il ne le fait pas. Donc, vous voyez, ce genre de difficulté n'est pas bien prise en compte aujourd'hui par le système de soins. Bien sûr. Et alors,
quand il y a des signalements, quand on commence à dire il y a un risque de danger pour la personne elle-même, pour les autres, alors là, on peut faire intervenir. Ouais. Bon. Mais là, c'est presque du juridique après. Ben oui, voilà. C'est un autre domaine. Voilà, donc ce point-là, les urgences, la mise en place d'urgences est importante dans toute la France. Je vous en prie, Marion, et ensuite Dominique. Je rebondis sur les deux discours précédents. C'est vrai que le démarrage, la prise en charge, la HDT, c'est-à-dire l'hospitalisation à la demande d'un tiers, l'hospitalisation d'office, c'est le cran au-dessus, c'est le malade qui est sous l'autorité du préfet. Voilà, ce sont des étapes, je l'ai dit dès le démarrage, hein, c'est une violence terrible, qu'on n'imagine pas le discours souvent, le vocabulaire utilisé n'est souvent pas pris en compte. Mais je voudrais quand même à la fois rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment, et notamment sur cette hypersensibilité qui n'est pas souvent prise en compte, ou en tout cas, si elle est écoutée. Et c'est là que je voudrais dire deux choses. Il y a d'un côté un travail extraordinaire fait par les personnels, par les soignants. Sans eux, qu'est-ce qui se passe? Parce que concrètement, quand ça survient, la crise, la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà, quand il y a une montée et qu'on ne sait pas comment faire, c'est une pression qui entre nous, touche tout le monde. Autour, on est là et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose de très très dur à vivre. Donc heureusement qu'il y a les soignants, heureusement qu'ils sont là et ils sont en première ligne. J'ai envie de dire, il faut absolument reconnaître ce travail, et c'est pas une opposition, c'est au contraire une implication. Si aujourd'hui on devient plus fort en disant sur la table agissons ensemble, c'est bien dans ce sens-là. La concertation, elle est impérative. J'ai lu avant-hier le plan santé mentale au Canada 2015-2020. Eh bien, au centre, c'est l'implication des familles, c'est la proposition faite aux patients de dire ce qu'ils voudraient, en tout cas vers à quoi ils aspirent, pour le mettre en ordre autour. Donc oui, forcément, quand il y a crise, il se passe un truc qui est terrible, c'est qu'il faut que ça passe, la crise. Donc on est dans l'après. Pour la construction et la stabilisation, on est forcément dans l'après. Donc il y a toutes ces strates de difficultés, la prise en charge au démarrage, la crise, puis l'après, comment on fait. Et oui, il faut se poser la question du traitement, parce que c'est extraordinaire, on dit il suffit que le patient prenne son traitement. D'accord. Et s'il le prend, tout va bien, et s'il ne le prend pas, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste. La prise du traitement, c'est justifié parce qu'en période de crise, il y a aggravation. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus difficile à traiter. Mais ça ne veut pas dire que le traitement y soit pour tout le temps, parce que ce n'est pas tout à fait juste non plus. Non, ce traitement n'existe pas toujours. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à soigner. La question est qu'est-ce qu'on fait pour ces pathologies résistantes? C'est une vraie question, parce que les électrochocs, l'isolement, la contention, l'enfermement, il ne faut pas avoir peur des mots, ça existe, c'est ce qui est proposé, offert, c'est ce que vivent les patients et leurs familles. Est-ce qu'on a le droit de voir le patient quand il subit des électrochocs? Moi, je peux vous dire, j'ai tout traversé. La période où je n'ai pas vu mon fils pendant des mois, la période où aujourd'hui, on n'a plus peur de ça, parce qu'on sait justement, et c'est vrai, être formé, ça aide énormément, ça veut dire qu'on va avoir la force d'être là. Parce que le patient, il a aussi besoin de sa famille. Pourquoi est-ce que la famille, alors soi-disant, quand elle n'est pas là, il perd pied. L'abandon des familles, c'est terrible. Et les équipes médicales sont les premières à le dire. C'est l'aggravation derrière. Parce que si on a perdu la relation avec la famille, c'est encore pire. Alors un coup, on la veut, un coup, on la veut pas. Bon, harmonisons, réfléchissons. Cette concertation, elle est fondamentale aujourd'hui. Prenons acte de ce qui est possible, de ce qui parfois, je vais vous dire franchement, la famille, elle a plus la force. Elle n'y va pas à l'hôpital. Non, je préfère m'abstraire parce que je n'en peux plus. Catherine disait aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Et en même temps, oui, on n'a qu'une envie, c'est espérer. L'attente réaliste existe, elle est justifiée, cette attente réaliste. Et puis les effets secondaires. On n'en parle pas non plus. C'est quoi ce tabou? Sur l'homoschizophrénie, sur les effets secondaires, sur tout ce qui se fait, les effets secondaires, c'est quoi? Un jeune patient à qui on dit vous allez être traité à vie, il a une impuissance sexuelle pour les garçons. Il y a énormément de déficiences, on va dire. Il y a des troubles intestinaux. Pardon? Le fait de grossir, beaucoup se plaignent 12 de à grossir. 14 kilos. 12 à 14 kilos pour la prise de certains médicaments. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres donnés dans les documents. Le diabète, les risques cardiovasculaires, les problèmes de mouvement, les troubles de la parole,
Bon, donc quand un jeune arrête un médicament, c'est comme si ça n'existait pas. Non, je comprends totalement la gêne des médecins, des psychiatres, à qui un patient dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais avec ces troubles secondaires ? Sauf que, entre guillemets, les moyens sont ceux-là et il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Parce que Donc, c'est le moindre mal, quoi, c'est ça. voilà, bien sûr. donc je comprends très bien cette gêne. Et on la partage, voilà, et on est coincé parce qu'on dit, il va falloir que tu supportes tout ça. Alors oui, Dominique, nos enfants sont juste extraordinaires de supporter tout ça, d'être capables du fin fond d'un service Ils sont hospitalier. très courageux. Ils sont d'un courage énorme, parce que même dans leur période de délire, ils sont d'un courage incroyable, sont capables de vous dire, et toi, comment tu vas ? Et tiens, mon copain qui a réussi cet examen, bravo, je suis super content pour lui, extraordinaire. Oui, ça ne passe pas, la personne reste la même, il faut le savoir, c'est extrêmement important. Et puis pour cette hypersensibilité, j'ai le mot d'une aide, d'une agente d'accueil à l'hôpital, un jour où moi je sors vraiment en pleine détresse et qui me dit, écoutez, moi ça fait 27 ans que je travaille dans le service psychiatrique. Au début, je ne disais pas, je n'osais pas le dire. Elle dit, voilà, je suis agente d'accueil et maintenant, dans les dîners, je le revendique et je dis haut et fort, je travaille dans la psychiatrie. Elle m'a dit, parce qu'en fait, ce sont les plus sensibles qui sont à l'intérieur. Ce sont les plus fragilisés. Et elle s'est tournée vers l'extérieur. Elle m'a dit, pourquoi cette société, là dehors, elle va bien ? Voilà. Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Dominique et ensuite Natacha. Oui, très rapidement. Ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, je pense, à faire progresser, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que tout l'entourage de la personne qui est concernée travaille ensemble pour que la personne aille mieux. Et je pense qu'il y a vraiment des équipes qui ont tout à fait compris, pro-famille notamment, c'est vrai, c'est formidable. Hein, tout le monde doit faire alliance. Hein, et ça, je pense que ça progresse beaucoup, pas suffisamment. Après, ce que disait Michel, moi je trouvais très très important, hein, il y a plein de personnes qui ne sont pas prises en charge médicalement parce qu'au CMP, on dit, ah bah écoutez, votre fils il va pas bien, votre fille elle va pas bien, mais il faut qu'il vienne me voir. Mais alors oui, mais lui il se sait pas malade, il comprend pas ce qui lui arrive. Ah ben oui, mais alors s'il vient pas, on n'y peut rien. Alors j'ai entendu hier quelqu'un, je crois que c'était la directrice du Psychom, qui disait qu'on allait développer les équipes mobiles. Ce qui est une solution vraiment extrêmement importante parce que ça réduit considérablement la violence de la prise en charge quand il y a urgence. C'est-à-dire que l'équipe va au domicile, dialogue, revient plusieurs fois et petit à petit fait alliance avec l'entourage et la personne pour l'amener vers les soins, le temps effectivement que la crise se calme un tout petit peu et qu'on puisse passer à des modalités thérapeutiques un petit peu plus riches. Bon, à ma connaissance, il y a une équipe mobile en région parisienne. Qu'on me détrompe, il y en a une dans le 78. Donc qu'on me dit, alors il faut faire des équipes mobiles, il faut. Hein, il n'y a qu'à Faucon. Ça n'existait pas avant, donc c'est déjà... Si, il y a une équipe qui existe depuis 15 ans, il y en a une. Alors je crois qu'il y en a une autre qui se développe dans Paris, mais enfin c'est rien. Oui, bien sûr. Hein, donc ça c'est vraiment très très important. Il y a des solutions, on en a beaucoup entendu parler hier, mais il faut qu'elles soient mises en œuvre. Puis c'est aussi une demande des aidants, ça, c'est-à-dire que souvent ils cherchent l'information qui est dispersée un peu partout. Donc c'est vrai que certains aimeraient bien des plateformes où ils appellent et puis ils souhaitent par exemple un renseignement sur la tutelle, ou un renseignement sur partir en vacances, je fais comment, ou les différentes sortes d'établissements, ou voilà. Et là non, ils sont obligés de téléphoner, de retéléphoner, de ne pas avoir la réponse, on les renvoie ailleurs. Enfin, c'est fou. Oui, absolument. un- Natacha ? Oui, je voulais dire que par rapport aux médicaments, et c'est sûr qu'il ne faut pas décrier les médicaments, quand les médicaments ont un effet sur la personne, il ne faut pas les arrêter. Je veux dire, c'est, quand ça aide, il faut aller jusqu'au bout. C'est quand ça ne fait rien et que la situation empire que là, il faut se poser les vraies questions. Après, on a parlé du Canada, je vois à l'étranger, les prises en charge au niveau notamment des connaissances éducation sont prises en charge par le ministère de l'Éducation. En France, c'est par le ministère de la Santé. Il y a un non-sens.
Et puis aussi sur le plan financier, je vois par rapport aux maladies mentales, d'après ce que j'entends et ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de pas justement avoir de structure, de choses qui peuvent aider les gens. Et quand je vois par rapport à, et c'est pour ça que je parlais de confusion des genres au début, de l'autisme et ce qui est fait notamment par rapport à l'hôpital, où pendant des années on a dit que c'était des maladies mentales, aujourd'hui la prise en charge d'une personne avec autisme coûte à l'hôpital et donc à la sécurité sociale 780 € par jour. Si on multiplie par 200 jours sur l'année, ça fait 156 000 €. Il y a 650 000 personnes atteintes d'autisme en France. On arrive à 101 milliards. Imaginons que simplement 13% aillent à l'hôpital. On arrive à 13 milliards qui correspond au trou de la sécurité sociale. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on leur fait, ces personnes, à l'hôpital de jour ? Une analyse et une psychanalyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, et c'est même le gouvernement qui a fait voter une loi pour expliquer qu'aujourd'hui, la psychanalyse n'est pas adaptée dans le cas de l'autisme et que c'est les thérapies comportementales comme l'ABA, le Teach, Macathon, PEX qui peuvent aider. Donc, tout cet argent qui est apporté, pompé par... Enfin, je veux dire qu'on supporte tous et qui pourrait être mis justement au profit des maladies mentales dans des hôpitaux de jour, ce qui d'ailleurs, on sait aujourd'hui qu'en Italie, au Canada, aux États-Unis, les hôpitaux de jour n'ont plus rien à faire au niveau de l'autisme. Donc, cessons ce point de vue-là. Et je voulais terminer, enfin, au moins citer une jeune femme qui est atteinte d'autisme Asperger, donc d'intelligence supérieure. Ce qu'elle dit est très intéressant parce qu'elle a un vrai handicap, comme toutes les personnes dont on parle ici, mais comme avec son intelligence, elle arrive à décrypter. Et je trouve que ça revient à dire un petit peu la violence dont vous parliez tous. Donc je suis autiste Asperger, je guide au quotidien les humains sur leur chemin de vie par la clairvoyance. Elle est donc aussi médium, elle a un double handicap, la pauvre. Donc je sais que j'ai la chance d'être précoce et intuitive, si on peut dire, sauf socialement, ce qui me permet de parler de mon autisme plus facilement que mes copains non-verbaux et non précoces, comme si j'étais consciente de mon propre phénomène. J'ai l'air d'être tout à fait adaptée à la vie et tout à fait normale. Je parle fluidement car des efforts invisibles constants m'ont permis une autonomisation. Aujourd'hui, c'est un grand exercice pour moi de vous écrire et je suis contente de le faire. Je m'ouvre un peu plus au monde depuis peu car j'accepte mieux d'être venue ici sur cette terre pour qu'elle grandisse. Elle m'est apparue tellement violente que cela m'a mis beaucoup de temps avant de m'y acclimater un minimum. Je ne comprends pas toujours les règles encore, mais j'ai une bonne autonomie aujourd'hui. Ce fut tout un travail. C'est hallucinant. Quand on leur donne la parole, moi, ça m'émeut terriblement parce que je me dis, on a tellement à prendre d'eux. Bien sûr. Oui. Alors, Oui, Michel, Marion, assez court. Oui, non, mais alors je voulais juste vous en revenir très rapidement sur les médicaments. Les médicaments, d'abord, il y a le dosage. Bien sûr. En France, on a tendance à y aller un peu lourdement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, des réductions de dosage chez ma fille, ça avait apporté moins d'effets secondaires. Il y a des traitements aussi qui peuvent changer, peuvent avoir moins d'effets secondaires. Et qu'on peut arriver finalement, en réglant tout ça, et avec un bon accompagnement médico-social, à du rétablissement. C'est-à-dire à C'est quand même l'objectif. une inclusion dans la société. Bien sûr. Mais il faut mettre en œuvre un peu tout ce qui a été dit hier, mais il n'y a qu'à faucon, quoi. Les bonnes pratiques, la psychiatrie de la preuve. Moi, j'ai beaucoup aimé ça hier. C'est-à-dire que, on arrête, les psychiatres n'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui trouve comme ça tout seul dans sa tête des trucs. C'est de parler entre eux, de vérifier et d'écouter et de faire participer. On soigne, mais on soigne avec. Enfin, on ne soigne pas contre. On n'applique pas des théories. Voilà, donc oui, je vous en prie, Marion. C'est justement là-dessus. C'est parce que finalement, la formation de la personne atteinte elle-même, c'est aussi ce projet de vie global qui lui permet de savoir comment gérer, je dirais, de s'améliorer, de prendre en compte. C'est vrai qu'il y a cette difficulté du traitement, et donc il y a d'autres choses à prendre en compte. Pour moi, il faut absolument innover aujourd'hui et s'ouvrir. C'est vrai que ça a été dit. Il y a du jeûne médicalisé qui existe dans d'autres pays. Hier, j'ai entendu parler par le professeur Le Boyer des anti-inflammatoires, de l'alimentation, de la réflexion sur les allergies.
Mais ouvrons, puisque ça existe, puisqu'en France, aujourd'hui même, parce que là, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui n'existent pas. Alors oui, il y a un collectif Elle disait schizophrénie. que les médecins communiquent entre eux, quoi. C'est Oui. ça ce qu'elle disait. Bah, il faut On n'est pas que les compétent en parents tout. puissent communiquer entre eux, Bien et ça sûr. c'est important. C'est pour ça que les associations, elles essaient de se regrouper sous la forme d'un collectif, c'est très important. Merci à la Fondation Falleret, merci à l'œuvre Falleret, parce qu'aujourd'hui, et enfin les 3 jours qui sont là, c'est extraordinaire d'être sur le parvis de la Défense, cap sur la santé mentale, on ouvre, on change la vision. L'œuvre Falleret, elle fait un travail que moi je trouve bien sûr. admirable, parce Bien sûr. qu'elle témoigne d'une humanité envers les patients. Et je sais aussi de quoi je parle, parce que j'ai un neveu autiste qui est dans un centre Falleret. Et donc je vois la qualité humaine de la prise en charge. Donc c'est fondamental, c'est extrêmement important. Voilà, je voudrais dire qu'il faut innover. Il y a les thérapies comportementales cognitives, il y a le lien avec les neurosciences. Pourquoi la psychoéducation, la remédiation cognitive? Finalement, il faut innover. Tout ça, ça existe. Et si on partait du patient, c'est-à-dire de quoi il a besoin, Bien puisque sûr, ça bien existe, sûr. la remédiation cognitive, bah lui, de quel genre de remédiation cognitive il a besoin? Alors, pour un patient, c'est ça, et puis pour celui d'à côté, c'est une autre petite chose, puisque finalement, ça existe. La plasticité cérébrale, on en parle depuis 30 ans, on en voit les effets, on comprend que c'est positif. L'entraînement physique, l'entraînement mental pour un sportif, ah bah oui, ça marche. Il y a des démonstrations et des vidéos qui circulent où on voit ce que c'est. Le chamanisme, Corinne Sombrin, l'INRES, mais oui, ça existe et ça fait partie de protocoles de recherche aujourd'hui. Alors il y a les psychiatres qui disent « Ah non, non, c'est n'importe quoi ». Eh bien non, ça n'est pas grave, ce n'est pas n'importe quoi. À partir du moment où il y a une ouverture, on y va. Puisqu'on n'a pas toutes les clés, puisqu'il y a des patients qu'on ne peut pas soigner. Moi, pardonnez-moi, j'ai croisé une mère de famille quand mon fils était en UMD. Ça faisait 1 an et demi que son fils était dans le premier pavillon. Pour les parents qui savent ce que c'est que l'UMD, le premier pavillon, c'est psycarcéral, on ne va pas dire... et son fils, on ne pouvait plus le soigner. Il avait fait une complication très grave à un médicament, et ça faisait 1 an et demi qu'il était dans le premier pavillon. Bon, là aussi, je dirais que le comportement humain, c'est ce qui nous sauve chacun de nous. Cette femme, sachant que mon fils sortait le lendemain, m'a prise dans ses bras et m'a dit « Votre fils va s'en sortir ». La qualité humaine, elle est à tous les niveaux. Laissons-la s'exprimer et défendons-la jusqu'au bout, c'est tout. Bien sûr, non mais regardons ce qui marche surtout, beaucoup plus que les présupposés que l'on a dans la tête pour... Absolument. soit en fonction de notre formation, nos croyances et tout ça, ça nous handicape justement ce bagage. Je crois qu'il faut Une vraiment... leçon. Et Dieu merci, Natacha. il y a quand même beaucoup de psychiatres et de Oui, bien médecins sûr. qui s'ouvrent à ça, à la nouveauté, à la curiosité, et qui acceptent de se dire, et oui, pourquoi pas l'invisible, pourquoi pas des choses étranges, pourquoi pas ce dont on parle depuis la nuit des temps, pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui encore dans notre société. Et on en connaît plein à l'INRES, et c'est vraiment essentiel. Donc, Non, il faut tout écouter. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions Non. Il y a un problème au niveau des soins. Venez dans le... Il y a un problème Oui. au niveau des soins, au niveau du secteur. La sectorisation, oui. Oui. Madame évoque la sectorisation. Oui. Vous parlez de psychiatre, c'est très bien, mais moi je suis obligée d'adresser mon frère au secteur. Bah, c'est toute la difficulté. En fait, quand on est parent... Ouais. J'ai un quart d'heure d'accompagnement par mois. C'est ça, 1/4 d'heure par mois. Ouais. Merci, madame. 15 minutes Ouais. d'accompagnement. Oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Ouais, Avec ouais. donc obligation effectivement de s'adresser dans son secteur, ou autrement on va voir un psychiatre privé. Ouais, ouais. Donc, le dialogue, surtout en période de crise, est extrêmement difficile. Mhm. Hein, le patient et son entourage, il est quand même pris dans un système avec lequel il a très très peu de latitude. Hein. Bien sûr. Nous, on a eu au démarrage de la maladie une expérience dans le secteur extrêmement difficile. On a commencé à s'en sortir grâce à un psychiatre privé qui a été formidable, le docteur Dichamp, à la clinique de Ville d'Avray, je le nomme, qui a été merveilleux, qui nous recevait, il recevait notre enfant 1/4 d'heure, puis ensuite il nous recevait ensemble, et il a éduqué notre enfant à nous demander comment vous me trouvez en ce moment, est-ce que à se servir de nous comme reflet, etc. Mais c'est vrai que si le secteur est une bonne chose, parce que ça a été évoqué comme un élément de proximité
par rapport à la population, certes, mais il faut que le secteur se réforme et mette en œuvre des méthodes modernes, plus humaines et réelles de suivi. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, c'est un quart d'heure par mois. Oui, bien sûr. On pourra dire en tout cas que Freud avait tort quand il disait qu'avec le progrès du médicament, il n'y aura plus besoin de psychiatres. Bon, visiblement, avec les progrès des médicaments, il y a de plus en plus besoin de psychiatres et de psychosocial et d'environnement, et que les familles ne sont pas mortes, bien au contraire, elles sont plus qu'indispensables. Alors je pense que si on doit retenir quelque chose de tout ce qui a été dit à cette table ronde, c'est que la souffrance est multiple en tout cas, mais elle existe, c'est ça qu'il faut prendre en compte, et que la trilogie pour pouvoir avancer, c'est l'écoute, et ensuite c'est les relais, qui sont terriblement importants, et les suivis, c'est pas tout à fait la même chose, mais on n'est pas étiqueté avec une maladie comme ça non évolutive jusqu'à la fin de ses jours, mais au contraire, ce qui est important, c'est la façon dont on vit. Et peut-être que c'est cela qui est un petit peu nouveau, en tout cas vous le vivez tout le temps, mais je veux dire, de la part des psychiatres, qu'on fait beaucoup de progrès aussi, on n'est pas là pour stigmatiser, c'est pas facile non plus quand on a un emploi du temps. Je vous racontais, on en a parlé hier, ce matin plutôt, qu'un psychiatre de Bichat, qui est un de mes amis, qui s'occupe des urgences, voit parfois des gens qui vivent dans la rue, qui sont totalement ailleurs, parfois ils ne parlent pas, on ne connaît même pas leur langue. Une fois qu'ils s'adressent aux urgences, parce que c'est la police qui les amène là, une fois qu'on a essayé de leur donner un peu quelque chose, mais sans avoir le temps véritablement de les suivre, parce que ce n'est pas le rôle des urgences non plus, après on les remet dehors. Donc il y a deux solutions, ou bien c'est un cycle comme ça, et voilà, on se repasse le mistigris, où ils font des bêtises, où ils se tuent, où ils vont en prison, parce que c'est les réponses que la société, là, s'est donné. Il y en a 30%, dans la rue. Voilà, 30, dans la rue, c'est 30%. Ouais. Et plus encore, enfin plus peut-être pas, mais à peu près pareil, beaucoup en prison qui ne devraient pas l'être. 30 à 40%. Ouais. Bon, on est tout à fait d'accord avec le fait que moi, ma demande, c'est vraiment de faire alliance avec les soignants, etc. Je pense qu'une des solutions, elle a été évoquée hier, c'est que le psychiatre, il ne peut pas tout. Non, bien sûr. Il peut certaines choses, mais il y a tout un tas de professionnels. Il y a des infirmiers, des assistantes sociales, des éducateurs, des assistants de vie. Il y a tout un tas de gens qui peuvent contribuer et qui souvent contribuent de façon... Des art thérapeutes, des musiciens, des peintres, etc. Quand on commence, d'ailleurs, voilà. Parcours histoire de voilà, vie, et parce qu'on ne peut pas tout faire peser, bien sûr, sur les épaules du psychiatre. Bien sûr, bien sûr. Un grand merci, en tout cas, pour votre participation. Je voulais simplement dire que vous êtes encore, je parle des intervenants présents ici. Natacha, vous avez vos vidéos et vos ouvrages sur l'autisme, qui est donc vous serez à côté pour une petite séance de signature. Et en tout cas, ne loupez pas le prochain épisode qui est bientôt dans une demi-heure. Parcours et histoire de vie. On a commencé déjà à avancer parce que ce sont des parcours de vie. Mais là, on parlera aussi de culture, d'aide au travail, etc., dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde ici, et en tout cas, merci.